Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux à ce second film de l'intégrale consacré à Andreï Konchalovsky. Il s'agit donc de Paradis. La projection va être précédée d'un dialogue avec Michel Simon à propos d'Andreï Konchalovsky et du livre que vient de faire paraître Michel, et puis d'un message vidéo d'Andreï Konchalovsky qui n'a pas pu être avec nous ce soir parce que, évidemment, la pandémie, évidemment le Covid, et en plus, visiblement, il a eu un pépin de santé à la Mostra de Venise, donc ça faisait beaucoup pour qu'il soit avec nous ce soir, comme il était prévu. Mais avant toute chose, aux cabines, si c'est prêt, est-ce qu'on peut voir la bande-annonce de la rétrospective Konchalovsky? Et puis après, si on peut enchaîner avec le message d'Andreï Konchalovsky. Merci beaucoup. Bonsoir, ma chère amie. Excusez-moi, mon français n'est pas trop bien, très bien, mais quand même, je veux m'essayer de parler français et essayer de brouiller avec cette langue que j'aime bien. Premièrement, je suis très déçu et très triste que je ne peux pas voir vos visages et vos yeux. Parce que ce sera beaucoup plus facile pour moi, mais malheureusement, on a la situation quand je dois parler avec vous à travers de écrans. Alors, c'est pas facile pour moi de faire cette introduction parce que pour analyser, même quand je commence à analyser mes films, quand même que je tournais pendant plus que une demi-siècle, et cette vingtaine, 30, 25, 27 films, je commence à voir, si vous voulez, un peu le sujet de cette évolution que je passais à travers l'évolution, comme tous les gens, de la jeunesse, des illusions de jeunes vis-à-vis soi-même et sa profession. La première partie de cet voyage à travers la connaissance de l'art de cinématographe, comme a dit Robert Bresson, qu'on a dit la différence entre cinéma et cinématographe. C'est très important ce qu'il pensait. Pour moi, ses pensées sur le cinéma étaient très très importants et influençaient moi beaucoup.
à la deuxième partie de ma vie. Mais la première partie, le premier chapitre, c'est bien sûr l'Union soviétique et les films que j'ai faits à l'Union soviétique, qui ont fini avec Sibériade. Pour moi, c'est un grand voyage, Sibériade, un voyage et, bien sûr, déjà une tentative de créer un monde. Sibériade, c'est un monde de caractère, un monde très charmant, beaucoup de charme, naïf, cruel. Ce monde qui, pour moi, à cette époque, était la réflexion sur la mentalité de Russes. Après, j'ai parti aux États-Unis, à l'étranger. Je voulais faire mes films à Paris. Je ne pouvais pas, pour les circonstances politiques, alors je devais partir aux États-Unis. Bien sûr, quand j'étais aux États-Unis, je voulais faire la carrière. Il faut faire la bataille pour ton place. Il fallait faire film quand même. Il fallait même mimicrer un peu à l'américaine, si vous voulez. Mes films américains, quand même, j'ai réussi d'avoir dans mes films américains un peu de ma personnalité, dans le sens d'essayer de faire la contrebande de mes idées. Et j'ai eu la chance quand même d'avoir les amis comme Coppola et les amis américains qui m'ont aidé quand même faire le film assez personnel. Ce deuxième chapitre, où le sujet était très important, le sujet était plus important que le langage. Comme dans les films américains. Bien sûr, quand je dis le sujet, c'est pas événement, c'est aussi le comportement de caractère. Comportement et l'événement. Le troisième chapitre a commencé quand j'ai retourné en Russie après Gorbatchev et continué à faire les films pour le cinéma russe, en même temps un peu de télévision américaine, Odyssée, ou Lion in Winter, mais quand même la recherche d'exprimer les choses que je ne pouvais pas exprimer aux États-Unis et nulle part même à l'Union soviétique. Par exemple, le cercle des intimes, le film sur Staline. Ce troisième chapitre était le chapitre d'essayer de faire le film sur l'idée russe libre dans quelque sens, de censure soviétique. Et la chose plus importante était quand même s'exprimer philosophiquement, peut-être, dans la recherche de mes réactions sur la réalité russe à cette époque. C'est la guerre de Tchétchénie, et le capitalisme à la russe, capitalisme un peu médiéval. La chose importante pour moi, c'était le quatrième chapitre, je peux dire, de ma vie, la vie au cinéma. Quand j'ai commencé à sentir que je tourne le film en autopilote. Tout est devenu trop léger, trop facile.
la caméra, mouvement de caméra, comme j'ai commencé à avoir une sorte de le travail automatique. Vraiment, c'était pour moi une révélation. Et cette époque était aussi l'époque quand j'ai rélu Bergman et Bresson, et j'ai commencé à analyser la manière de penser de ces deux grands metteurs en scène de cinéma, et particulièrement Robert Bresson. Parce que ça m'a frappé vraiment l'expression de Bresson, que c'est très important de ne pas se tromper ce qu'on montre dans le cadre, mais c'est plus important de ne pas se tromper qu'on ne montre pas. Ça veut dire les images qu'on élimine comme superflues. C'est extraordinaire idée que l'image peut avoir plus de qualité, plus de valeur, si on pense de l'image à cette manière. Parce que qu'on élimine les images à l'américaine, les images qui montrent l'action, on commence à inspirer l'imagination du spectateur. Et c'est vraiment changé mon recherche ou ma vie, dans le sens changé comment je commence à tourner mes films. Ça commence avec Les Nuits Blanches d'un post-facteur qui j'ai retourné vers les sources et je commence à étudier, comme l'étudiant, la qualité, la valeur de chaque image. Et si vous regardez les films des grands, Bergman, Fellini, Kurosawa ou Bresson, vous voyez qu'il n'y a pas de l'image superflue. De temps en temps, oui, mais quand même, la chose plus importante, qu'à chaque image a sa valeur individuelle. Et c'est pour moi une grande révélation. Pour finir, mon petite analyse, je serais très ravi, très content, très heureux si vous pourriez voir ce chemin de début à la fin comme le chemin de quelqu'un qui n'est pas fatigué du tout d'apprendre. C'est ça ce qui me rend vraiment heureux, que j'apprends avec mon film plus, et je veux bien continuer cette manière de la vie au cinématographe. Merci. Au revoir.
Bien. Donc, bonsoir. Comme Frédéric l'a dit, cette discussion, évidemment, devait avoir lieu avec Michel Simon, mais pour qu'ensemble, on dialogue avant la projection avec Andrei Konchalovsky. Et puis, Frédéric Bonneau et moi-même, nous nous sommes dit, en l'absence de Konchalovsky, ayons au moins avec Michel une discussion sur Konchalovsky, parce qu'évidemment, Michel Simon vient de publier aux éditions Actes Sud avec l'Institut Lumière, vient de publier ce livre, Andrei Konchalovsky, ni dissident, ni partisan, ni courtisan, un grand livre d'entretien. C'est pas la première fois que Michel Simon fait un livre d'entretien avec un grand cinéaste. On sait que Michel Simon a cette qualité de l'entretien. Ça ne va pas de soi que de faire parler quelqu'un, de l'accoucher. Et c'est vrai qu'à lire ton livre, à lire votre livre, ce que je trouve assez passionnant, et ça transparaît dans ce que Konchalovsky nous dit là, c'est à quel point ce n'est pas un homme blasé, ce n'est pas un homme fatigué, ce n'est pas un homme qui a fait en quelque sorte le tour du sujet, mais qui a un désir de parler de son cinéma, de ses films et du cinéma en général, absolument qui rend le récit passionnant. Il est, et ce qui m'a frappé, je te le disais dans le livre, c'est à quel point Konchalovsky, si vous le lisez, vous vous rendrez compte, met un point d'honneur à répondre très précisément aux questions que Michel Simon lui pose. Et quand Konchalovsky répond, il vient toujours un moment où il dit « Ah, mais tu m'avais demandé ceci », et il y revient pour être sûr d'avoir bien répondu à la question. Voilà, ce qui dit en quelque sorte à quel point il attache de l'importance à avoir la pensée claire. Alors on s'est dit, voilà, bien sûr on renvoie au livre, mais que peut-être ensemble avec Frédéric et toi surtout, on pourrait donner quelques jalons. Et puis, les blancs seront à compléter par la lecture du livre. La première chose qu'on voulait, Frédéric et moi, te demander, c'est peut-être que tu rappelles ce qui finalement fait l'ouverture aussi du livre, c'est la question du nom. Puisque Konchalovsky, Mikhalkov, Konchalovsky, c'est un nom valise, c'est un double nom. Qu'est-ce que c'est l'histoire du nom de Konchalovsky et Mikhalkov? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça raconte ses origines et sa biographie? Mikhalkov-Konchalovsky, c'est d'une part la mère, Konchalovsky, et le père, Mikhalkov. Donc il a commencé très jeune, puisqu'il avait, je crois, 26-27 ans quand le premier maître, son premier film a été montré à Venise et lui a valu le prix d'interprétation féminine. Il était un tout jeune cinéaste, c'était en 1965 ou 66. Il faisait partie de cette nouvelle génération dans le monde entier, post-nouvelle vague. Il y a la nouvelle vague française, les Japonais, les Brésiliens, les Québécois, les Suisses, les Yougoslaves, enfin bref. Donc il faisait partie de cette extraordinaire floraison de jeunes talents, et il s'est appelé Mikhalkov-Konchalovsky parce que c'était le nom de ses deux parents. Et puis ensuite, son frère, Mikhalkov, a commencé à faire du cinéma. Il était comédien, il est devenu metteur en scène, son frère cadet. Donc ça crée de la confusion. Mikhalkov, Konchalovsky, puis maintenant Mikhalkov. Et quand il est parti en Amérique, c'était encore tellement compliqué pour les Américains de retenir tous ces noms, Mikhalkov, Konchalovsky, qu'il s'est débarrassé du nom de son père. Et je crois que ça ne lui déplaisait pas tellement. Parce que ces deux frères, très doués l'un et l'autre, enfin moi je préfère Konchalovsky sur la durée et puis sur l'expérimentation, mais néanmoins Mikhalkov est un cinéaste qui a fait de très beaux films, très classiques. Mikhalkov était un slavophile, très conservateur. Aujourd'hui, c'est un des grands soutiens de Poutine. Alors que Konchalovsky, ça se retrouve dans toute la vie intellectuelle russe. Il y a les slavophiles, Tolstoï, et puis les occidentaux, Tourgueniev ou même Tchekhov. C'est toujours pareil. On regarde vers l'Est ou on regarde vers l'Ouest. Konchalovsky regardait vers l'Ouest. Il écoutait la voix de l'Amérique. Je veux dire la radio. Il écoutait à la radio la voix de l'Amérique. Il était très porté sur le cinéma occidental et en même temps, il désapprouvait, évidemment, il était très gêné d'un père, Mikhalkov, qui était le président de l'Union des écrivains, qui au nom de cette association, pourchassait tous les grands écrivains, pas seulement, bien sûr, Solzhenitsyn, mais aussi Boris Pasternak et bien d'autres. Donc il n'avait pas du tout les mêmes opinions. Et donc il faut dire que son père
était un poète et d'abord un auteur de livres pour enfants très connu. Il avait écrit l'hymne national pour Staline, ensuite il aura écrit l'hymne national pour Khrouchtchev, et ensuite l'hymne national pour Poutine. Donc c'est quelqu'un qui est très différent de son fils, et donc il avait une certaine gêne. Aujourd'hui il le regrette, parce qu'évidemment son père a disparu, et il a un attachement pour son père, comme il a un attachement pour son frère. Dans la conversation, il n'allait pas trop loin, il disait « c'est mon frère », voilà, c'est mon frère. Il n'avait pas envie d'aller trop loin, il ne parlait pas de politique avec son frère, mais c'était son frère. Et un frère, c'est plus important peut-être que les idées politiques. Donc, il s'est débarrassé de ce nom aux États-Unis, et il est devenu seulement Konchalovsky, car sa mère, par contre, était comme son fils, comme l'un de ses fils, comme Andrei Konchalovsky. Sa mère était au contraire elle était traductrice de l'anglais, traductrice du français. C'était une amie d'Eisenstein, c'était quelqu'un de très ouvert, et donc il était évidemment porté plus vers le nom Konchalovsky. Il ne faut pas oublier non plus qu'il fait partie d'une des grandes familles d'artistes russes. Son arrière-grand-père, c'était Sourikov, dont on peut voir toutes les toiles à Moscou dans les grands musées. C'était un peintre à la Géricault ou à la Delacroix, de grandes compositions historiques. C'était un des grands peintres du XIXe siècle. Et son grand-père, Konchalovsky, Piotr Konchalovsky, donc le père de sa mère, était un ami de Cézanne et un des grands peintres russes post-impressionnistes. Donc il a vécu dans un milieu, en plus il a fait des études de musique très développées, mais il n'était pas assez bon pour choisir la carrière musicale, mais il était quand même un très grand virtuose. Donc c'est quelqu'un qui a baigné dans un climat artistique extrêmement développé. Le climat artistique, effectivement, qui lui vient, comme tu l'as dit, en particulier de sa mère, parce qu'elle est très francophile. Si le père était germanophile, la mère était très francophile, et on entend quand même la maîtrise. Parce que les entretiens que vous avez faits, par exemple, vous les avez faits en français. Voilà, il dit au début de l'intervention que son français n'est pas très bon, mais on a quand même fait 250 pages d'entretien en français. Et j'ai fait quelques corrections, évidemment, j'ai un peu nettoyé certaines choses, mais enfin dans l'ensemble, il exprime des choses souvent philosophiques, assez approfondies, et il l'a fait toujours en langue française. Il parle d'ailleurs couramment le français, l'anglais, l'allemand, l'italien et le russe. Et cette mère francophile, en fait, elle a une ambition pour son fils, qu'il devienne pianiste. Et comment lui, en quelque sorte, va s'affranchir ou s'affirmer et va passer de la musique au cinéma, c'est donc le VGIK à ce moment-là? D'abord, la musique, encore une fois, il était très très bon pianiste, mais pas suffisamment pour devenir... Bon, peut-être c'était son ego, il voulait être le meilleur ou un des meilleurs, il savait qu'il ne le serait jamais en musique. En même temps, la musique joue un rôle fondamental dans son cinéma. C'est un cinéma basé beaucoup sur le rythme, et ça lui a beaucoup servi. D'abord, il a toujours travaillé avec des grands compositeurs, et la forme musicale était inhérente à la forme cinématographique. Mais en même temps, le cinéma était sa passion, c'est-à-dire qu'il allait beaucoup au cinéma. Il a eu le choc, comme beaucoup de gens, pas seulement Claude Lelouch, de Quand passent les cigognes, qui a été pour lui une révélation sur le potentiel de l'image. Un film de 1957, film soviétique. 1957, il avait donc une vingtaine d'années, ça a été un grand choc. Il est entré au VGIK, la grande école de cinéma. Il a eu comme maître Mikhaïl Rom, très grand cinéaste post-stalinien, mais ensuite post-stalinien, auteur de documentaires et de grands films comme 9 jours d'une année. C'était une école magnifique où enseignait Dovzhenko, où enseignaient tous les grands maîtres du cinéma russe, soviétique. Et donc, voilà, tout naturellement, il s'est retrouvé au VGIK, l'Institut d'études cinématographiques, qui est un peu la Fémis de l'époque, en Russie. Et puis, c'est là qu'il a connu Tarkovsky, et il a travaillé sur les scénarios des courts-métrages de Tarkovsky, et surtout sur le scénario d'Andrei Roublov. Il dit que Tarkovsky apportait le brouillard, et lui, il apportait la logique. Et alors tu as appelé le livre ni dissident, ni partisan, ni courtisan, et c'est vrai que c'est presque un réflexe occidental un peu facile. Dès face à un cinéaste soviétique, on a tout de suite envie de lui chercher des poux, ou en tout cas envie de savoir sur son rapport au pouvoir. Qu'en est-il exactement? Alors lui, effectivement, le premier maître, son premier long métrage qui est salué internationalement, c'est encore le dégel khrouchtchevien,
Mais en même temps, il dit dans le livre que c'est moins simple que ça, parce que c'est juste avant la Tchécoslovaquie. C'est-à-dire que n'empêche que les troupes vont intervenir en 68 en Tchécoslovaquie. Donc dans cette première partie de son œuvre, comme il le dit lui-même, mon premier chapitre, comment joue-t-il avec le système soviétique, avec la société soviétique, et aussi évidemment avec la censure? Oui, c'est vrai qu'on est dans une époque de moralisation permanente et de donneur de leçons, c'est-à-dire les gens sont tous des gens merveilleux et ils jugent les autres et ils pensent que les autres c'est des salauds, etc. Alors je ne dis pas qu'ils diront que Konchalovsky était un salaud, mais cette idée que si on a fait des films pendant l'occupation, automatiquement on est un collaborateur, ce qui est complètement débile, et que si on a vécu en Russie et qu'on n'a pas choisi l'exil, on est automatiquement complice du régime. C'est pour ça que ce sous-titre, que d'ailleurs m'a soufflé Thierry Frémaux et qui faisait partie de la conversation que j'ai eue avec lui, et de ma préface où je disais ni partisan, ni courtisan, ni dissident. Il n'était pas dissident, mais il n'était pas non plus courtisan, et il n'était pas partisan. C'est-à-dire qu'il a continué à faire du cinéma, et en très grande liberté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul film de Konchalovsky dans sa première période soviétique, on pourrait dire un film d'approbation du régime. Et d'ailleurs, le film que vous avez peut-être vu avant-hier, qui a fait l'ouverture, qui est son dernier film, qui vient d'avoir le Grand Prix du jury à Venise, ce film, Chers camarades, montre que, bien sûr, des choses ont changé après la mort de Staline, avec Khrouchtchev, mais néanmoins, le KGB et l'armée tirent sur les ouvriers. C'est-à-dire qu'il reprend la thématique de Eisenstein, au lieu que ce soit les tsaristes qui fusillent les marins, ce sont les apparatchiks, et c'est le gouvernement russe et le KGB qui tirent sur les ouvriers. Un événement qui a été entièrement occulté par la censure, puisqu'il n'y a aucune trace de cet événement, et que Konchalovsky a redécouvert dans des archives et qu'il a mis en scène dans ce film. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, je parle d'un film qui est récent, son dernier film, mais par exemple, Le Premier Maître, d'abord, c'est un film de diplôme d'études, de fin d'études, qu'il a tourné en Kirghizie. Il ne faut pas oublier, je ne me fais pas l'apologiste de l'Union soviétique, néanmoins, si on regarde l'empire colonial français, il n'y a aucune cinématographie africaine qui s'est développée pendant l'époque coloniale française. Jamais les Nigériens, les Dahoméens, les Sénégalais n'ont eu des metteurs en scène. Or, sous le régime terriblement répressif qui était l'URSS, il y avait des films au Kazakhstan faits par des Kazakhs, des films au Kyrgyzstan faits par des Kirghizes, et que chaque république musulmane soviétique, certes il n'y avait pas de musulmans au comité central, il ne faut pas exagérer, mais néanmoins il y avait une industrie cinématographique avec 4 ou 5 films par an produits dans les républiques. Et Konchalovsky avait écrit des scénarios pour des cinéastes kazakhs ou kirghizes ou ouzbeks, et en particulier il a décidé de tourner son premier film, qui était déjà de l'humour et de l'ironie, puisque c'était l'histoire d'un soldat qui devenait instituteur auprès des jeunes kirghizes et qui leur apprenait Karl Marx et qui leur apprenait le communisme. Et évidemment, les enfants rigolaient, ne supportaient pas ces cours, ils ne comprenaient rien de ce qu'on leur racontait. Et donc il y avait une sorte d'ironie justement sur ce personnage qui n'était pas antipathique, comme dans le film qu'on a vu avant-hier soir, la femme regrette Staline, et néanmoins elle n'est pas jugée comme une sale bonne femme, etc. C'est humain, on comprend pourquoi elle regrette Staline, elle se trompe complètement, mais on le comprend. Donc il y a un humanisme à l'égard des personnages, il n'est pas du tout un donneur de leçons, et de la même façon cet instituteur est à la fois sympathique, et en même temps il est fait fausse route. Et donc il va tomber amoureux d'une étudiante, d'une de ses élèves, pas une étudiante, d'une lycéenne. Voilà, et donc c'est un film magnifique en noir et blanc, qui a été une révélation mondiale. Le film a fait le tour du monde et a révélé Konchalovsky. Le deuxième film, c'est Le Bonheur d'Assia, qui a été fait l'année suivante, que moi j'ai pu voir en catimini à Moscou 10 ans plus tard, qui a été interdit pendant 20 ans par le gouvernement. On a beau être fils de la nomenclatura, fils de l'auteur de l'hymne national, fils d'une grande famille réputée, donc qui avait plutôt ses entrées un peu partout, même des visas pour aller à l'étranger, et néanmoins avoir son film interdit pendant 20 ans, qui était une histoire qui se passait dans un kolkhoz, avec des ouvriers, des paysans du kolkhoz, et un mélodrame sur une jeune femme boiteuse, qui est amoureuse folle d'un homme qui la rejette, et finalement qui va épouser avec un homme qu'elle n'aime pas vraiment.
Et donc il y a des scènes absolument extraordinaires, et c'est là qu'il développe un cinéma mélange de documentaire et de fiction, avec des vrais paysans. Il n'y avait pas d'acteur professionnel, peut-être un seul. Et le film a été interdit parce qu'on trouvait que c'était un film qui montrait la crasse, qui montrait la misère, qui montrait l'arriération de ces kolkhozes. Évidemment, c'est contre-productif. Alors, il n'a pas été interdit, il est sorti dans 6 salles, sur 2500 d'habitude. 6 salles, le film n'a été pas interdit, mais en fait, il a été étouffé et interdit à l'exportation. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre 20 ans pour voir Le Bonheur d'Assia, qui est également un très très grand film que je vous conseille de voir, comme d'autres films de Konchalovsky. Ensuite, devant cet échec, il a été obligé de faire 2 très beaux films qui sont des adaptations littéraires. Le Nid de gentilshommes de Tourguenieff, dont je parlais tout à l'heure, ce grand écrivain très francophile qui venait souvent, un ami de Flaubert, de Maupassant, un très beau film. Et puis Oncle Vania de Tchekhov, évidemment la pièce célèbre qu'il a adaptée. Ensuite, il a fait un film très populaire, son plus grand succès, 30 millions de spectateurs, Romance des amoureux, que je n'avais pas aimé. J'étais très déçu quand je l'ai vu, je l'ai revu pour le livre. Je veux dire qu'il m'a beaucoup plus séduit. Et puis enfin, le dernier film, qui est Sibériade, qui a eu le Grand Prix du jury à Cannes, qui est une épopée un peu sur le modèle, je ne crois pas qu'il y ait pensé, mais on l'a beaucoup fait parler avec Novecento de Bertolucci, et qui est une sorte d'épopée intimiste. C'est pas une grosse superproduction américaine, c'est une épopée intimiste sur 3 générations dans un petit village de Sibérie. Jusqu'à la découverte du pétrole, importante évidemment pour l'autonomie énergétique soviétique. Alors, je vais te contredire, mais en prenant un risque, parce que c'est sur un souvenir de 79, et j'étais pas bien vieux. Mais j'ai vu Sibériade. Et quand même, dans mon souvenir, je dirais pas que c'est qui dans la ligne, et puis je sais que j'étais beaucoup trop jeune pour en juger, je le reverrai ici avec plaisir, mais quand même, dans mon souvenir, à un moment, il y a une catastrophe pétrolière en Sibérie, il y a des morts, et on voit le Soviet suprême se lever comme un seul homme, la main sur le cœur, pour rendre hommage aux courageux héros de l'Union soviétique qui sont morts en Sibérie dans l'incendie de ce puits. Est-ce que là, on peut pas dire que quand même, il a rejoint un peu une ligne, c'est la partie de son œuvre qui est peut-être la plus proche de la ligne officielle brejnevienne de l'époque? Oui, je pense que c'est une vérité historique. Je ne veux pas du tout dire que Sibériade est un brûlot anti-gouvernemental. Bien sûr que non. Je pense que c'est pas vraiment un film d'agiographie. Je le trouve moins simpliste que Novecento. Dans Novecento, je trouve qu'il y a une sorte de militantisme communiste, alors de la part de Bertolucci, une apologie communiste, une critique de l'homosexualité, une homophobie pratiquement, puisque non seulement le méchant, c'est un homosexuel, mais en plus il écrase les chats contre le mur. C'est pas la peine. Je veux dire, on peut être un anticommuniste et pas être en plus montrer que l'homosexualité est un vice et qu'en plus les homosexuels communistes écrasent non communistes. Donc tu trouves que Bertolucci finalement était plus dans la ligne à Parme que Konchalovsky en Sibérie? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bertolucci était un militant communiste à l'italienne. Mais je pense que Konchalovsky a fait moins de courbettes aux communistes que Bertolucci. Et alors, c'est ça qui est tellement intéressant chez lui, parce que tellement ambigu, c'est justement après Sibériade, qui représente quand même l'URSS au Festival de Cannes, tu l'as dit, il a un prix, il passe au Cosmos rue de Rennes, qui est la vitrine officielle à l'époque, ça n'existe plus, du cinéma soviétique, que justement c'est la fin du premier chapitre. Alors raconte-nous ce qui s'est passé. Pourquoi, après Sibériade, a-t-il quitté l'Union soviétique? Est-il parti vers l'Occident? Et finalement, au bout de 4 ans, parce que Maria Slovers, avec Nastassja Kinski, c'est en 1983, commence le second chapitre de cette œuvre, donc le chapitre américain. Alors, je crois que ce qui s'est passé, il en parle lui-même dans le livre, je crois que ce qui s'est passé, c'est que la réussite de Sibériade, incontestablement, vendu dans le monde entier, Grand Prix du jury à Cannes, le fait rentrer en faveur auprès des autorités. C'est-à-dire que les adaptations littéraires, ils ont dit bon, très bien, d'accord, mais là, il fait un film qui ne lui déplaît pas. C'est pas un film de propagande, c'est pas un film hagiographique sur l'URSS, mais ça leur déplaît pas. Ils voient le potentiel. Lui, ils acceptent enfin de l'autoriser à faire un film sur, je crois, c'était Shostakovich. Je pense qu'il voulait faire un film sur Shostakovich qui lui avait été refusé tout le temps.
Et on lui dit, ils sont prêts pour le garder, à dire, bon, vous voulez partir en Amérique, mais faites votre film, on vous le produit. Et lui, il n'a pas envie. Je crois les Américains l'encouragent à venir, parce qu'ils voient qu'il a un style de cinéma qui pourrait donner des films en Amérique, parce que sa versatilité, son cosmopolitisme, c'est l'époque aussi où Miloš Forman va venir, même déjà, Miloš Forman a déjà eu Vol au Sud des coucous, etc. Donc il y a des Polanski, évidemment, donc des cinéastes de l'Est qui sont arrivés en Amérique, donc on pense que Konchalovsky est très bien. Et lui, il a envie de respirer, de changer d'air, et ce régime ne lui plaît pas vraiment, et il pense que l'Amérique lui offre des possibilités. Il va déchanter, mais ça sera beaucoup plus difficile qu'il ne le croit, pour faire des films aux États-Unis. Mais néanmoins, comme tu l'as dit, au bout de quelques années, il fait Maria's Lovers, qui est un film russe, d'une certaine façon, qui se passe dans une communauté serbe, slave, et comme d'ailleurs Le Bayou, qui est un autre film, à mon avis, réussi, Shy People, Le Bayou, où Barbara Hershey aura le prix d'interprétation à Cannes, et qui est également dans une communauté de gens qui viennent d'Europe centrale. Donc il fait deux films qui, à mon avis, sont imprégnés d'esprit slave. Mais il quitte l'Union soviétique, il le raconte dans le livre, il la quitte à tel point qu'il dit qu'il la quitte dans l'esprit de ne jamais y revenir. C'est-à-dire qu'au moment où il va aux États-Unis, il ne répond pas seulement à un désir de sa part ou une attente des Américains, c'est un peu un aller sans retour. C'est-à-dire qu'au bout de quelques années, il va en revenir de l'expérience américaine, et puis il aura peut-être, comme il le dit d'un mot avec Gorbatchev, l'envie de rentrer en Union soviétique, mais au départ, c'est un aller simple. Et peut-être que, parce que ça aussi, il en parle dans le livre, peut-être que ce qui, l'attire aux États-Unis et le rend désirable pour les Américains, c'est que finalement, les uns et les autres viennent tous les deux d'un pays-continent. Une chose qui frappe quand même dans le cinéma de Konchalovsky, c'est la dimension spatiale, la place de la nature, les grands espaces, et on disait Sibériade, on disait le kolkhoz en pleine campagne, on disait le premier maître dans la République du Kyrgyzstan, mais quand il fait Runaway Train en Alaska, on est en pleine taïga. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il a, Konchalovsky en lui, peut-être en tant que cinéaste, la capacité de se coltiner l'espace américain. C'est quelque chose qu'ils connaissent, les Russes, l'espace. Alors, c'est une très intéressante remarque. C'est une remarque de critique. Je ne suis pas sûr que les Américains aient réfléchi à tout ça avant de faire venir, et lui-même, peut-être inconsciemment non plus. Simplement, il y a plusieurs choses dans ta question. D'abord, c'est vrai qu'il a dû penser peut-être ne jamais revenir, parce qu'il pensait que l'Union soviétique allait se perpétuer. Madame Carrère d'Ancos le pensait aussi, c'est-à-dire que beaucoup de spécialistes disaient c'est venu comme un choc. 10 ans plus tard, l'arrivée de Gorbatchev. Donc, il pensait qu'il allait peut-être faire une carrière qu'aurait pu faire Polanski s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé, comme tout le monde le rappelle, à la fin des années 70, où sa carrière hollywoodienne a été interrompue. Sinon, Polanski aurait fait une très grande carrière américaine. Miloš Forman a fait une grande carrière américaine. Il n'est jamais revenu en Tchécoslovaquie, même après le dégel, etc. Donc, il y a ce qui s'est passé. Il y a eu d'une part qu'effectivement l'effondrement de l'Union soviétique, où il ne revenait pas en Union soviétique, il revenait en Russie, et avec quelqu'un comme Gorbatchev, et puis l'expérience de Hollywood, qui a commencé plutôt d'abord difficilement, puis très bien, avec le succès de Maria's Lovers, et surtout de Runaway Train, puis le succès moins grand d'autres films, et puis surtout une expérience épouvantable avec Sylvester Stallone, où c'est la caricature du système hollywoodien, avec un producteur qui intervient tout le temps, le scénario n'est même pas écrit, on le corrige sur le truc, finalement, il s'isole dans sa caravane, il laisse le film se faire pratiquement, et il s'arrange pour avoir des dédommagements, il quitte le film. Donc, c'est le point de non-retour, il se rend compte. Ça me faisait penser à la remarque très, très drôle et très pertinente de Miloš Forman, qui comparait le système soviétique et le système capitaliste. Il disait, le système soviétique, c'est comme dans un zoo. Vous êtes derrière des grilles, on vous apporte à manger tous les jours derrière les grilles. Et le système capitaliste, c'est la jungle, c'est-à-dire le plus gros, le plus méchant, le plus gros, le plus fort, mange le plus petit. Donc il faut choisir. Il dit, finalement, j'ai préféré le système capitaliste parce qu'on peut arriver dans la jungle à échapper à la mort,
Tandis que le zoo, on est enfermé toute sa vie. Je ne voulais pas être enfermé. Voilà. Et je pense que c'est un peu ça, et cette métaphore de Miloš Forman, je pense que Konchalovsky l'a réfléchi, sauf que il s'est rendu compte à un moment que pour l'argent, il a fait ce Tango et Cash, qui est son film le plus connu, probablement, des amateurs de vidéo, et qui est une catastrophe humanitaire. Voilà. Il en parle dans le livre avec beaucoup de... C'est irrésistible. C'est très drôle. Il raconte les 20 pages sur le fiasco de Tango et Cash sont un modèle d'analyse de comment fonctionne un grand studio américain, comment on peut fonctionner, parce que c'est facile de critiquer les studios, ils produisent des grands films aussi. Tu disais qu'il rentre comment dire, au moment de Gorbatchev, au début des années 90, et effectivement, à la fois il donne une sorte de suite, on pourrait dire, à la fois catastrophiste et farcesque du bonheur d'Assia avec Ryabam Mapoul, et encore plus loin, des années après, il va faire le film dont il parle, Les Nuits Blanches du Facteur. Et ça, c'est un mouvement quand même très rare dans l'histoire du cinéma, dans l'œuvre d'un cinéaste, c'est que c'est comme s'il s'était souvenu au moment des Nuits Blanches d'un Facteur, donc en 2014, de ce qu'il a découvert, et qui est proprement sidérant quand on voit Le Bonheur d'Assia, sur le tournage de ce film de 1967. C'est-à-dire que moi, j'ai revu Le Bonheur d'Assia qui m'a ébloui, et en fait, il raconte dans le livre que ce qu'il a découvert, par rapport au Premier Maître, son premier film, c'est que finalement, le scénario, le storyboard, importe beaucoup moins que la vérité du tournage, quand les conditions du tournage créent l'événement. Et que finalement, est-ce que pour Konchalovsky, ce qu'il a découvert, c'est que pour lui, le moment le plus important, c'est le tournage. Oui, alors, d'abord, ça me permet, ton évocation des Nuits Blanches du Chasseur, question précédente, que je n'ai pas du tout repris, qui est très pertinente, c'est-à-dire sur le paysagiste. Avec la disparition presque du western, il y a beaucoup moins de paysagistes dans le cinéma mondial, et dans le cinéma américain en particulier. Aujourd'hui, quels sont les très grands cinéastes paysagistes, des cinéastes qui, comme Kim Villor, comme John Ford, ont chanté la nature, ou Anthony Mann, il y en a très peu, ou Renoir en France, ou Mizoguchi, voilà. Il y a Jane Campion, il y a Terrence Malick, il y a Konchalovsky, ils ne sont pas très nombreux. Il y a Bruno Dumont en France, mais ils ne sont pas très nombreux, les grands cinéastes de la nature. Et Konchalovsky est un grand cinéaste de la nature. C'est visible dès le Premier Maître, c'est visible dans Sibériade, c'est visible dans Maria's Lovers, et c'est visible évidemment dans beaucoup d'autres films, et dans Les Nuits Blanches du Chasseur, qui est un film qui se passe dans le très grand nord de la Russie, où un facteur est le lien social entre tout le monde, et il apporte les déclarations d'impôts, il apporte le journal, il apporte le pain, etc. Et c'est tourné entièrement avec des comédiens non professionnels, comme Le Bonheur d'Assia, comme tu l'as dit. Et effectivement, il a redécouvert avec ce film le bonheur d'avoir tourné Le Bonheur d'Assia, c'est-à-dire la liberté totale, pas de storyboard, pas de scénario vraiment écrit, beaucoup d'improvisation, avec toujours les mêmes interrogations, car dans Les Nuits Blanches du Chasseur, on parle beaucoup du goulag, on évoque des tas de choses, le rôle de l'armée, la corruption de l'armée, de la police, etc. Donc ce sont des films qui sont toujours très... C'est pas des films politiques au sens où le discours politique est prévalent, mais c'est des discours où tout de même toujours la Russie est présente, où l'URSS est présente avec tous les problèmes afférents. Et effectivement, c'est ça, on a terminé le livre là-dessus, sur ces derniers films. On a vu celui-là d'avant-hier. Moi, ce qui me frappe surtout chez Konchalovsky, c'est l'expérimentation. C'est un homme qui a 83 ans, et aucun de ses films, de ses derniers films, ne ressemble à l'autre. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas... Parce que les critiques aiment beaucoup les cinéastes qui se répètent. Parce que d'abord, l'article est déjà écrit. On n'a plus qu'à répéter ce qu'on a déjà dit du film précédent. Alors, il y a des génies qui se répètent. Rohmer, c'est un grand cinéaste. Bresson est un très grand cinéaste. J'ai cité dans la préface de mon livre un grand philosophe anglais d'origine russe, Isaiah Berlin, qui distingue deux types de créateurs, les hérissons et les renards. Et les hérissons, ce sont les cinéastes, ou les peintres, ou les écrivains, qui ont une idée obsessionnelle,
qui répètent toute leur vie et qui creusent et qui creusent et qui creusent. Par exemple, incontestablement, Dostoïevski est un hérisson, Kafka est un hérisson. Et puis les renards, c'est des gens qui changent de couleur tous les jours, qui font des films complètement différents. Renoir est un renard, Kurosawa est un renard. Kubrick, c'est compliqué. Kubrick, c'est en fait un hérisson qui se déguise en renard. Non, c'est un hérisson qui se déguise en renard. Mais je crois que cette distinction est formidable parce qu'elle s'applique à la littérature, au cinéma, à la peinture, etc. Konchalovsky est effectivement un renard. C'est quelqu'un qui n'est pas facile à repérer. Et beaucoup de grands cinéastes qui sont des renards n'ont pas eu la reconnaissance très vite. Huston, par exemple. On n'admettait pas qu'il puisse faire le Faucon maltais, l'homme qui voulut être roi, une comédie, etc. Donc les gens protéiformes, je pense qu'il ne s'est jamais soucié de son image de marque, de sa signature. Il a toujours cherché des choses. Et je crois que c'est très rare, à cet âge-là, d'être encore un explorateur. Un explorateur, et puis moi, ce qui m'a frappé dans le film qu'on a vu avant-hier, parce que c'est vrai, tu as raison, je gardais plutôt un mauvais souvenir de la fin de la carrière américaine de Konchalovsky, qui est faite d'adaptations, comme tous les cinéastes, de bric et de broc, qui fait ce qu'il peut, etc. Et ce qui m'a frappé dans Chers camarades, c'est à quel point c'est tenu. C'est-à-dire que c'est vraiment la rectitude du cadre, enfin on sent que c'est un grand formaliste qui fait le film. Est-ce que pour terminer, tu peux nous présenter le film qu'on va voir ce soir ? Oui, bien sûr. Alors, qui est donc de cette dernière période de 2016. Paradis, c'est donc le film qu'il a fait juste avant Michel-Ange, et ensuite il y a eu Chers camarades, donc Paradis est le film qu'il a fait après Les Nuits blanches du facteur. 4 films, comme je l'ai dit, extrêmement différents, qui lui ont valu tout de même, c'est rare à cet âge-là, le Lion d'argent pour Les Nuits blanches du facteur, le Lion d'argent pour Paradis, et récemment, il y a 3 jours, le Grand Prix du jury pour... c'est pas mal, comme palmarès. Venir 3 fois à Venise, ramasser 3 fois un Grand Prix. Paradis est un film, là aussi... Alors, le principe du film, et moi j'aime pas trop présenter les films parce que je veux pas les déflorer, mais le principe du film fait penser à un film très, très peu connu de Fritz Lang qui s'appelle L'Ilium, où des personnages au paradis, au ciel, parlent directement, se confessent, et racontent leur histoire, avec Charles Boyer comme protagoniste. Et dans Paradis, c'est ça, vous allez voir, c'est une sorte de 3 destins croisés. Un collaborateur, joué par un acteur français, un policier français, vichysois, une aristocrate russe qui sauve des enfants juifs d'une rafle, et puis un officier nazi dans un camp de concentration. Et l'humanisme s'arrête au collaborateur français. Je pense que le collaborateur français, il n'y a pas grand-chose pour le sauver. Mais l'officier nazi, c'est le souci de Konchalovsky de ne pas être systématiquement manichéen. Il aime Tchekhov, il aime parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Les nazis, c'était pas des gens qui hurlaient sans arrêt et qui ils frappaient leurs femmes. Non, ils rentraient à la maison, ils écoutaient Mozart, ils faisaient sauter leurs enfants sur les genoux, etc. Ils étaient, comme Staline aussi d'ailleurs, c'était un homme charmant. Il avait des petits-enfants, il les embrassait, il leur donnait c'est pas du tout... Les monstres ne sont pas des monstres, ce sont justement des êtres... Pas toute la journée. Voilà, oui, ce serait trop simple. Et donc ce film, vous verrez, est assez étonnant. Il ne ressemble rien à ce qui se fait aujourd'hui. Le jury l'a récompensé, à juste titre. Il est sorti en France presque dans l'anonymat. Il n'a pas eu pas de vrai succès. Bon, espérons que Michel-Ange aura un plus grand succès. Et puis les Chers camarades, qui j'espère va être acheté. Mais pour terminer, je voudrais simplement faire une constatation. J'avais dirigé un dossier dans Positif il y a 1 an, en me posant la question, il y a combien de cinéastes dans le monde qui ont commencé dans les années 60 et qui sont restés sur l'avant-scène de la scène cinématographique, qui sont restés aujourd'hui avec leurs films à Venise, à Cannes, avec des livres sur eux, des films remarquables, etc. Et j'en ai trouvé 10, alors que les années 60, ça pullule. Les nouveaux Québécois, les nouveaux Brésiliens, les nouveaux Suisses, les nouveaux Bulgares, les nouveaux Tchèques, les nouveaux Polonais, les nouveaux Russes, les nouveaux Italiens, la nouvelle vague, etc. Il y en a 10. 10, dont Konchalovsky. Il y a Godard,
Il y a 2 membres de la Cinémathèque française, Costa Gavras et Rapneau, président et conseil d'administration. Je ne dis pas ça pour les flatter, mais c'est un fait. Il y a Alain Cavalier, il y a beaucoup de Français. Il y a Alain Cavalier, il y a Roman Polanski, il y a Skolimowski, il y a Frédéric Weisman, qui a 90 ans, qui a commencé dans les années 60, il y a Bellocchio, et voilà. Il a commencé tellement jeune que tu peux ajouter Garel, par exemple. Philippe Garel. Il a commencé dans les années 60. Oui. Alors ils sont 11. Ouais. C'est vraiment très très rare. C'est fou. D'abord, le métier de cinéaste est très dur. C'est un métier épuisant, harassant. Les modes changent, il faut se tenir au courant de ce qui se passe. Et finalement, il y a très peu de gens qui ont survécu. Soit ils sont morts, soit ils ont arrêté de tourner, soit ils font des films médiocres, ils sont rentrés dans le rang. Et donc il faut saluer ceux qui persévèrent. C'est peut-être mon grand âge qui me fait admirer la vieillesse de tous ces grands cinéastes. Non, mais on est assez d'accord avec toi, et puis c'est vrai qu'il y a l'éclectisme, parce que ce que tu décris après la nouvelle vague française dans les années 60, c'est effectivement cette prolifération mondiale. Alors là, c'est vraiment les cinémas nationaux s'épanouissent, c'est ce qu'on appelle les nouveaux cinémas, ou le nouveau cinéma. Mais alors, si on avait dit à Konchalovsky, lui qui réalise Le Premier Maître, qu'il allait se retrouver à faire Tango and Cash avec Sylvester Stallone, alors là, ça donne le vertige. Mais c'est dire aussi beaucoup sur ses qualités de résistance et de persistance, effectivement. Et d'adaptation. Et d'adaptation. Oui. Merci infiniment, Michel. Merci beaucoup. Merci.